Pour moi, le bonheur, c'est de réussir à être en accord à chaque instant. C'est-à-dire à être en accord avec le fait que je me sens bien, à accepter de se sentir bien déjà, à accepter de se sentir mal, à accepter ce qu'on ressent. C'est-à-dire comprendre que tout ce qu'on ressent, c'est OK. À accepter que parfois ce qu'on ressent, on n'arrive pas aussi à l'assimiler, à bien l'exprimer. À accepter que des fois, notre objectif qu'on avait sur la journée n'est pas rempli. En fait, c'est ça, c'est euh, réussir à être dans un état de c'est OK. Moi, ce que je sais, c'est que ce soit ce que moi j'ai connu en tant que patient, ou ce que je fournis, c'est que le travail intérieur, notamment sur l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui amène beaucoup d'apaisement, quoi. Parce que bien souvent, nos biais de stress, ce qui va amener du stress en nous, comment dire, ce qui va faire qu'on va se sentir pas bien, euh, c'est souvent notre enfant blessé qui vient nous titiller, nous dire, et qui va prendre les commandes et nous dire là, ça va pas et je fous le bordel. Bonjour Cédric. Et bonjour. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Cédric avec nous, plus connu sur les réseaux sous le nom de Papatriarcat. Euh, on est très heureux de t'avoir avec nous. On va parler beaucoup de gratitude et de bonheur. C'est l'idée de cet échange. Merci pour Écoute, l'invitation, Vincent. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis c'est un ravi d'être là. vrai, ouais, super, super. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Voilà, je mettrai tous les liens qu'il faut en descriptif de la vidéo et du podcast parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais et c'est très, très enrichissant. Bref, vous verrez ça. Mais d'ailleurs, c'est ma première question. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais raconter un peu qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'anime? Parce que voilà, tu es engagé, comme tu dis, sur tes, sur tes réseaux. Alors moi, je m'appelle Cédric, j'ai 38 ans, encore, ouais, 38 ans, 39, je ferai 39 cette année. Je suis papa, voilà, ça c'est ma première activité et qui me prend beaucoup de temps puisque ma fille est notamment instruite en famille, elle a 3 ans et demi, elle s'appelle Sarah. Donc je suis d'abord papa, je suis en couple avec une femme merveilleuse et à côté de ça, je suis donc aussi podcasteur sur le podcast Papatriarcat. Je suis thérapeute spécialisé de l'enfant intérieur avec une approche utilisant la programmation neurolinguistique, la PNL. Et depuis peu, je suis aussi auteur du livre Tu vas être papa, paru aux éditions First. Voilà pour mes activités, pour me présenter rapidement. Et je suis enfin voilà, je suis passionné de plein de choses, notamment des gens. Super. Voilà. D'accord. Et alors justement, toi qui as rencontré beaucoup de personnes, qui, bah, du coup, même en effet, comme tu dis, auteur sur un livre sur la parentalité, dans un monde idéal, elle ressemblerait à quoi l'éducation, la parentalité dans ton monde idéal? Ce serait quoi? Comment ça se passerait en termes d'éducation et de parentalité? Je pense que ça serait un monde de l'enfant. Un monde de l'enfant et de l'enfance. Un monde où justement on partirait de l'enfance pour construire la société et non pas on utiliserait la société pour raboter l'enfance et et changer ce qu'il en est, changer sa nature et justement venir la polluer avec tout un tas de concepts qu'on a créés, tu sais, tous les mots en isme, racisme, sexisme, genreisme, adultisme, tout ça, c'est validisme, voilà. Tous ces mots-là qui viennent à nous polluer un petit peu à droite à gauche, quoi. Mhm. Ouais, ce serait orienter la société autour des enfants, pour les Ouais. enfants, plutôt que l'inverse. Bah, disons que si, alors ça va être, pour le coup, ça va être très politique la suite de ma réponse. Si on part d'une politique, d'une vision de l'enfance, si tu veux, comme ça, hein, sans réfléchir aux moyens, tout ça, si on part d'une vision de l'enfance, d'une société qui part de l'enfant et de l'enfance, on est forcément sur une société qui favorise le choix, la diversité, qui favorise le non-jugement, puisqu'en fait, il n'y a pas de jugement. L'enfant ne juge pas. L'enfant ne juge qu'au travers du prisme qu'on lui a injecté, nous adultes. Tu vois, pour lui, tout n'est que diversité, et chaque diversité n'est qu'une beauté à découvrir. Donc, déjà, si on part là-dessus, ben, si on pense comme ça, euh,
eh bien forcément, politiquement, tu as d'autres choses qui se mettent en place parce que si, pour que l'enfant ait le choix, il faut aussi que les parents aient le choix. Et le choix de rester à la maison ou pas, partiellement ou pas, et le choix d'être reconnus comme travaillant alors qu'ils s'occupent de leur enfant. Voilà, tout ça, c'est en tout cas de participer à une vie collective et que les besoins soient assurés, même qu'on ne fait que, entre guillemets, participer à cette vie collective. Voilà un des exemples de ce que ça pourrait amener. Hmm. Et toi qui du coup a vu pas mal de monde, est-ce que, puis depuis un petit moment, c'est quoi ton ressenti? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on va par là ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, c'est toujours très compliqué à répondre comme question parce que, tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les gens que j'interviewe, fatalement, euh, moi, j'ai envie de te dire, là, comme ça, spontanément, mais oui, on avance, c'est génial, c'est super, mais en fait, il y a un sacré effet bulle, forcément, puisque Ouais. je suis dans une bulle de connexion, une bulle de réseau dans laquelle j'évolue. Et c'est pour ça que je me mets comme point d'honneur de souvent sortir de ma bulle. C'est-à-dire que je vais souvent consulter des contenus avec lesquels je sais que je vais être en désaccord. Alors, on n'est jamais en désaccord à 100% avec quelqu'un, ça n'arrive pas. Mais en tout cas, avec qui je vais être forcément très en désaccord. Et donc, j'écoute, j'observe. Et surtout, je ne me fais pas d'illusions sur certaines choses. Donc, je m'aperçois que oui, on ne peut pas dire que ça ne change pas, on ne peut pas dire que ça n'évolue pas. Ça, ce n'est pas possible. Après, comment ça évolue, quels sont les enchevêtrements qui font que ça va évoluer plus ou moins vite, ça me fait plutôt penser que ça va être long et que surtout, moi, je ne le verrai pas de mon vivant. Ça, j'en suis à peu près sûr. Ouais. Et surtout qu'il faut donner les moyens de réflexion, de liberté, d'esprit critique aux générations qui viennent pour continuer d'avancer et de prendre conscience de tous ces systèmes qui s'entremêlent pour venir eh bien, limiter ce que nous sommes et notre capacité à vivre, en fait. Oui, c'est ça, c'est des changements génération après génération, en petits pas, la Mais logique des petits pas. en fait, ce qui est très problématique, ce qui est très problématique, c'est que on ne peut pas penser la parentalité qui évolue sans penser dans quel contexte évoluent les parents. Si on continue d'évoluer dans un contexte qui est clairement, bon, posons le mot, qui est capitaliste, qui est violent envers les parents, envers les gens, et qui ne voit que les gens au travers de ce qu'ils peuvent rapporter à d'autres personnes et non pas au travers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils amènent au monde, euh, ça va être très difficile pour les parents de pouvoir projeter autre chose sur leur enfant que le système dans lequel ils évoluent eux-mêmes. Donc ça vient toucher à plein d'autres systèmes, tu vois, que la parentalité pure et tout. Donc voilà. C'est ça la complexité. Ouais. Et puis ça me fait aussi un peu penser à un autre sujet qui est la crise climatique. Il y a tout le côté qu'est-ce que Complètement. j'ai envie de faire, mais il y a aussi tout ce qu'on me donne comme moyen d'y arriver. Enfin, voilà. Mais Et la bien sûr, parentalité, c'est pareil. mais bien sûr. Et puis tu as aussi tout ce côté, tu vois, pour faire le parallèle avec le climat, c'est bien gentil de, de dire aux gens, n'utilisez plus de paille en plastique, quand les grandes entreprises continuent, enfin, tu vois, quand on continue de faire voler des avions à vide pour conserver des créneaux d'horaire dans les aéroports. Tu vois, ça, on le sait, c'est une actualité récente au moment où on enregistre, mais ça, on le Mm. sait. Et ben, en fait, c'est un peu pareil. C'est bien gentil de dire aux parents, ah, oulala, faut pas être violent avec vos enfants, faut pas les frapper. Donc c'est vrai tout ça, faut pas les frapper, faut pas les humilier. Quand tous les jours au boulot, ton boss te crie dessus, t'humilie, te punit, te sanctionne, et que c'est OK. Tu peux pas en fait. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est un vaste sujet. De façon plus personnelle, peut-être, notre prochaine box là, qui va partir au mois de mars, elle sera sur la thématique du bonheur et de la gratitude, comme je disais en introduction. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Alors, en aucun cas, c'est un objectif. Ça, c'est quelque chose que Ouais. je tiens à bien préciser parce que c'est malheureusement quelque chose qu'on voit un peu fleurir partout. Mes 5 astuces pour le bonheur, comment accéder au bonheur. Il y a un proverbe qui est connu maintenant hein, qui dit euh, oh zut, je l'ai oublié, dis donc. Euh, je n'ai pas de chemin vers le bonheur, mais le bonheur est le chemin ou quelque chose comme ça. Ouais. Je l'ai plus exactement, désolé. Et non, il n'y a pas de bonheur de chemin vers le bonheur est le chemin, voilà. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. C'est aussi important. Pour moi, le bonheur, c'est de réussir à
être en accord à chaque instant. C'est-à-dire à être en accord avec le fait que je me sens bien, à accepter de se sentir bien déjà, à accepter de se sentir mal, à accepter ce qu'on ressent, c'est-à-dire comprendre que tout ce qu'on ressent, c'est OK, à accepter que parfois ce qu'on ressent, on n'arrive pas aussi à l'assimiler, à bien l'exprimer, à accepter que des fois notre objectif qu'on avait sur la journée n'est pas rempli. En fait, c'est ça, c'est euh, réussir à être dans un état de c'est OK, Hmm. c'est OK, tout ce qui arrive, c'est OK. Tout en acceptant que des fois, c'est OK de se dire que c'est pas OK. Tu vois le truc? Ouais, ouais, ouais. Il y a un peu une logique de lâcher prise un peu derrière ça, de se dire. Exactement. Et aussi être OK avec ses propres contradictions, si tu veux. Hmm. Être OK de dire, je sais pas, le bonheur, c'est aussi d'être OK de se dire que j'ai le droit d'avoir un idéal tout en n'arrivant pas à l'atteindre. C'est OK, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok, C'est justement. ma vision. Et ouais, donc j'aime aussi beaucoup l'idée de voilà le bonheur, c'est un chemin, c'est aussi ce que je trouve intéressant aussi, c'est toute l'approche, mais qui est très liée avec ce que tu dis, c'est pas forcément, c'est aussi beaucoup intérieur, c'est une question de perception de ce que je vis, c'est une question de en effet je fais avec, comme tu dis, c'est ok. Mais ça c'est pas forcément évident. Tu aurais des conseils, des petites astuces pour mieux profiter de ces petits bonheurs du quotidien, de travailler cette gratitude, alors pour les parents, mais peut-être aussi avec ses enfants. Bah, la première chose, là, c'est un peu le praticien PNL qui va parler, c'est d'avoir conscience de ses croyances limitantes. Ça vient pas tout seul. Il y a forcément ce qu'on peut appeler un travail sur soi, parce que ça peut demander un effort au début, mais après, on s'aperçoit vite que c'est cool et que ça demande plus d'effort et que ça fait du bien. Mais déjà, il y a prendre conscience de ça. C'est vraiment ce côté de se dire euh, comment est-ce que je suis avec moi-même, tu vois, déjà. Euh, Ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est vraiment de se dire ça. Comment est-ce que je suis avec moi-même? Comment est-ce que je me sens quand je suis tout seul? À quoi je pense quand je suis tout seul? Au travers de quoi je me vois? Est-ce que je suis seulement un père? Bon, forcément, là, tu vois, je parle de moi, hein. Est-ce que je suis seulement un père? Est-ce que je suis seulement un podcasteur? Est-ce que je suis seulement l'ami d'un tel? Est-ce que je n'existe qu'au travers des autres? Voilà, tout ça, en fait, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et c'est vraiment un conseil que je donne aux gens, c'est un petit peu de faire un état des lieux de qui je suis, comment je suis et comment ça s'exprime autour de moi. Alors, forcément, comme tu l'as compris, ça peut amener très loin, d'accord? Donc, c'est pas forcément un chemin à faire seul, mais en tout cas, c'est moi, mon conseil, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je vois le monde? C'est quoi ma carte du monde, tu vois? Comment est-ce que je la vois? Et de s'intéresser à celle des autres sans la juger. Ouais, d'accepter que c'est pas forcément la même et qu'on a des différences et que c'est ok. Exactement. Et ça peut commencer, tu vois, puisqu'on parlait un petit peu de parentalité, ça peut commencer quand on devient parent, par exemple, par OK, ma chérie, comment est-ce que toi, tu as vécu ta journée? Comment est-ce que toi, tu vis les choses quand tu portes le bébé dans un parc? Et comment est-ce que moi, je les vis? On s'aperçoit que c'est pas du tout le même vécu quand on est mère et Hmm. quand on est père. Tu vois, ça peut commencer par là, en fait. Ça peut être tout simple. Et après, qu'on projette ça sur l'enfant, euh, et parce que, tu vois, moi, le bonheur, il vient aussi beaucoup avec ma fille. Moi, c'est un vrai bonheur, si tu veux, pour moi, quotidiennement, de voir ce qui va jaillir de ma fille comme propos, comme vision du monde, et de l'accepter sans aucun jugement. Et en plus, des fois, ça m'époustoufle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, ce côté euh, apprendre à connaître son enfant en permanence Hmm. à travers ses effets, de ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et ça, en effet, c'est un premier bonheur. Ouais. Tout à fait. Je reviens sur un sujet que tu disais. Tu parlais des croyances limitantes. Euh, on l'a abordé sur la partie estime de soi, confiance en soi. Comment qu'est-ce que tu conseilles pour attaquer le sujet? Comment on peut travailler ça? C'est quand même un sacré. Ben, en fait, le truc, c'est que là, tu poses la question à moi qui suis thérapeute. Donc, forcément, je veux te dire, ben, tu prends rendez-vous avec moi et, et on en Mais parle. ça peut être une bonne Tu réponse. vois, moi, je pense que, alors, on peut être en capacité de faire ce chemin seul, très clairement. D'ailleurs, tous ces chemins peuvent être faits tout seuls.
Le truc, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile en étant accompagné. Voilà, c'est quand même beaucoup Ouais. plus facile en étant accompagné par des gens compétents. Et, euh, et voilà. Et après, si tu veux, ce qui est compliqué en fait, parce que comprendre quelque chose en soi, c'est pas très dur. Comprendre qu'on vit au travers d'un prisme en soi, c'est pas très dur. Je vais donner un exemple tout simple avec le sexisme. Comprendre que l'environnement dans lequel on évolue est sexiste, du point de vue d'un homme, hein, en soi, c'est pas très dur. Par contre, comprendre qu'en tant qu'homme, on a des privilèges, qu'en tant qu'homme qui dit que le sexisme, c'est pas bien, on a sorti des blagues sexistes, qu'on n'a pas toujours été au rendez-vous des bons comportements, on va dire, entre guillemets, que parfois même on a eu des choses très, très violentes et douloureuses, ça, c'est très difficile. Et là-dessus, je pense que être accompagné, c'est extrêmement important. Parce qu'on peut se retrouver dans une situation, en fait, juste on est submergé par des émotions, parfois des émotions contradictoires, et, euh, et on a besoin de cette main qui va nous dire, attends, viens, chut, on va se mettre au-dessus de ça, et on va observer un peu ce qui se passe. Alors, j'ai pas prévu de te poser cette question-là, mais c'est tout à fait opportun. Comment on choisit son thérapeute? Si voilà, j'ai jamais fait de séance, je connais pas forcément quelqu'un. Faut que j'ai besoin de faire confiance quand même. J'ai besoin de comment, toi qui du coup est dans la partie, quelqu'un qui pourrait se lancer, qui a peut-être jamais osé, euh, comment on s'y prend? Ben, moi qui suis dans la partie et qui ai connu une thérapie aussi, tu vois. Bon, Ouais. c'est peut-être quelque chose que j'ai pas précisé, mais j'ai aussi eu une thérapie. Alors moi, j'ai eu énormément de bol parce que ma psychologue que j'ai vue il y a 8 ans maintenant, en fait, ça matchait direct. Vraiment, ça a Ouais. matché tout de suite. Et c'est quelque chose qui match. Et en fait, faut pas hésiter à tester. Faut pas hésiter peut-être à tester différentes méthodes. Souvent, on me dit, ouais, je pense que la PNL, c'est fait pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, en fait, je sais pas. Parce que moi, si j'ai choisi la PNL, par exemple, c'est parce que c'est un outil qui est fait pour moi, Ouais. dans ma pratique. C'est-à-dire que je sais que je serai compétent et pertinent à l'exercer et à l'utiliser dans l'approche, notamment l'approche de l'enfant intérieur que je développe. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et les gens ensuite vont avoir des sensibilités. Et en fait, il faut s'ouvrir au fait d'accepter de tester. Et bien sûr, et mettons le sujet sur la table. Oui, ça a un coût. Oui, ça a un coût. Alors moi, Mm. je sais qu'on n'est pas beaucoup à le faire, mais je sais que c'est déjà arrivé une fois que avec la personne, on se rend compte que ça matchait pas, qu'on n'y était Ouais. pas. Bah, j'ai fait le choix de rembourser la séance et de dire, ben voilà, on va pas s'embêter à vouloir persister, même si enfin voilà, c'est pas qu'on s'entendait pas, c'est juste Oui. que s'il n'y avait pas la sensibilité aux techniques. Donc voilà, moi je fais le choix de rembourser et on passe à autre chose. Mais pour te donner un exemple d'une autre type de thérapie qui est la thérapie manuelle, moi j'ai vu 4 ostéos avant de trouver celui avec qui vraiment c'est OK, tu vois, avec qui je peux parler, avec qui les manipulations conviennent, comment c'est fait, quand c'est fait. Voilà quoi, je pense qu'il faut aussi s'ouvrir au fait de se dire, je travaille aussi avec des humains en face de moi et il faut que ça matche, quoi. Alors, bien entendu, dans mon cas, les gens qui viennent me voir, par rapport au biais par lequel ils me connaissent, qui est souvent le podcast ou mes prises de position dans certains médias, ils savent que déjà, sur certaines valeurs, voilà, ça va matcher, quoi. Oui. Donc, tu vois, il n'y a pas cette crainte-là. Mais je pense qu'il faut s'autoriser à aller à la rencontre et à se dire, ça va peut-être pas matcher, et c'est OK aussi, tu vois. Mm. C'est vrai que c'est bien de l'entendre dire, puisque parfois peut y avoir ce sentiment de se dire, bah là, je m'adresse à un ou une spécialiste du sujet. Bah, du coup, j'ai pas mon mot à dire. Moi, je connais pas la thématique, donc je vais pas aller voir quelqu'un d'autre. C'est elle, la spécialiste. Donc, bah, voilà, c'est comme ça, et je me sens pas à l'aise, mais bon, tant pis. Euh, Bah, alors, après, on peut. Alors, c'est toujours pareil. Après, on peut ne pas se sentir à l'aise à un moment dans la séance, quoi. Ça arrive. Mais se sentir à l'aise, ne pas se sentir à l'aise globalement par rapport à la démarche, clairement, faut rebrousser chemin. Et si je vais quand même donner un conseil sur comment ne pas choisir un thérapeute, très clairement et très sincèrement, tous les gens qui vont proposer les 5 clés du bonheur, tu vois, un petit peu comme ce que je disais au début, les trois trucs à se dire pour être comme si, machin, fuyez, ouais. fuyez. Ça, c'est du marketing qui va jouer, et je le dis très clairement et sans aucun complexe. Ça, ce sont des gens qui sont
professionnels du marketing qui connaissent très très bien les biais cognitifs de la majorité de la population et qui vont juste activer des choses très superficielles où vous allez vous dire oh, mon Dieu, mais c'est merveilleux. Et ensuite, en fait, vous rentrez dans un engrenage où il va falloir payer plus, machin, voilà. Et c'est pas ça, en fait, accompagner l'humain, et c'est pas ça, faire une thérapie. Oui, oui, ça marche toujours en effet de se dire, ah, il y a une recette magique géniale, je Et la ouais, veux. mais non. Non, en effet. Ouais, donc sur la partie bonheur, tu nous dis donc profiter des moments, être dans voilà, être au clair avec ce que je suis, avec ce que sont les autres et savoir observer sans juger. Tu nous as parlé de travailler les croyances limitantes et besoin de se faire accompagner aussi pour prendre du recul là-dessus, prendre de la hauteur et puis oui, vraiment se faire challenger. Est-ce que tu aurais d'autres petits tips ou conseils là-dessus? Sur... Moi, sur le bonheur, après, si tu veux, c'est ma vision du bonheur. Il y a tellement, il y a sûrement autant de visions du bonheur que d'humains sur Terre. Il y a un excellent documentaire de Julien Perron qui est C'est quoi le bonheur pour vous, qui est génial sur un sujet que je recommande, qui est très intéressant. Euh, Justement pour voir ces différentes perceptions. Est-ce que le bonheur, c'est matériel? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut, pour moi, le bonheur, c'est vraiment l'acceptation, quoi, tu vois. C'est dire, c'est OK. Accepter, accepter de se challenger, accepter des fois de ne pas se challenger, accepter d'être en forme et de reprendre le sport, accepter, comme moi aujourd'hui, d'avoir mal au dos et d'être en arrêt et de se soigner, accepter aussi d'être triste, accepter que des fois, je ne me sens pas dans le bonheur. Euh, pour moi, tout ça, c'est très lié, quoi. C'est euh, c'est vouloir rechercher le bonheur. Par contre, si je peux dire quelque chose, vouloir justement avoir cette idée de rechercher un bonheur permanent, absolu, en tout temps, partout, tout le temps, ça me semble être un idéal inaccessible. Oui, c'est Voilà. presque le meilleur moyen pour jamais être heureux du coup. Je pense que voir le bonheur sous le prisme de la performance, en tout cas, c'est quelque chose qui fera plus de mal que de bien. Et ce lâcher prise, est-ce que comment on peut le alors certains sont plus je sais pas si c'est inné ou pas mais certains sont voilà sont plus à l'aise là-dessus, d'autres c'est plus compliqué. Là aussi ça se travaille avec un accompagnement, une thérapie, ça se travaille déjà? Alors oui, oui, bien sûr, ça se travaille. Ça se travaille ensuite sur différents leviers, si tu veux. Alors pour le coup, je vais parler de ce que moi je fais parce que je sais pas spécialement ce que font les autres. Moi, ce que je sais, c'est que ce soit ce que moi j'ai connu en tant que patient ou ce que je fournis, c'est que le travail intérieur, notamment sur l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui amène beaucoup d'apaisement, quoi. Parce que bien souvent, nos biais de stress, ce qui va amener du stress en nous, comment dire, ce qui va faire qu'on va se sentir pas bien, euh, c'est souvent notre enfant blessé qui vient nous titiller, nous dire, et qui va prendre les commandes et nous dire là, ça va pas et je vais foutre le bordel. Et donc, aller travailler ça, c'est important. Ensuite, il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus pratico-pratiques. Et c'est ça qui est intéressant, si tu veux, c'est que moi, dans mon accompagnement, en fait, j'utilise aussi des outils que j'ai appris en fait en management, puisque moi, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne l'humain, que ce soit en entreprise, dans le milieu sportif. Euh, et donc, j'ai une palette d'outils. Et tu vois, pas plus tard qu'hier, avec une de mes clientes, je sentais bien que le travail en profondeur, on est dessus, mais elle avait besoin de solutions concrètes, Mm. immédiates et très, très pragmatiques pour sortir la tête de l'eau, justement pour lutter là-dessus. Et tu vois, on a pu travailler sur une matrice d'Eisenhower. Elle connaissait pas l'outil et ça lui a permis de travailler. On a fait pour le coup toute une séance sur qu'est-ce que c'est l'énergie, comment est-ce qu'on la gère, comment est-ce qu'on en récupère. Tu vois, là, on sort de la thérapie, quoi. On est vraiment sur un aspect plus coaching. Oui. Euh, et à terminer sur, OK, la matrice d'Eisenhower et comment est-ce que j'organise mes tâches dans le respect de moi-même, de l'énergie, et surtout en m'enlevant ce côté que tout est urgent et tout est important, et je me mets une pression de dingue, quoi. Donc, il n'y a pas une solution, si tu veux, pour évoluer. Et c'est ce que j'apprécie, moi, dans ma pratique, c'est que j'ai une palette d'outils qui est disponible et qui s'adapte à pratiquement tout le monde. Mm. Super, merci Cédric. Juste précise peut-être Ouais. pour celles et ceux qui vont nous regarder, la Mm. matrice d'Eisenhower, c'est un outil où on a sur l'axe vertical ce qui est important, sur l'axe horizontal ce qui est urgent, et ensuite en fait on va classer
les choses et comment est-ce qu'on les organise selon si c'est plus ou moins important et urgent. Voilà. Et du coup, tu passes justement les tâches de quotidien dans cette matrice-là, c'est ce que Exactement. tu fais, hein. Très globalement, si tu veux, ce qui va être au croisement de très important et urgent, c'est à faire tout de suite et plutôt moi-même, notamment pour les gens qui sont un petit peu perfectionnistes et qui ont cette vision-là. Les choses qui vont être importantes et pas urgentes, c'est à planifier. Les choses qui vont être pas importantes mais urgentes, c'est à déléguer. Et les choses qui vont être pas importantes et pas urgentes, c'est à laisser tomber. Et chaque point, en fait, chaque case est un travail différent, quoi. C'est toujours très, très intéressant de s'organiser comme ça. Très, très, très Ouais, intéressant. oui, oui, il peut y avoir des Et là, surprises, je pareil, pense. l'accompagnement peut être aussi, enfin, pour moi, est essentiel parce que bien souvent, les gens te disent, non, mais je peux pas laisser tomber telle tâche. Et en fait, quand Mm. tu creuses avec eux, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Ah ben non, en fait. Bon, ben, est-ce que ça vaut le coup d'y Mm. investir de l'énergie au lieu de l'investir dans du temps pour toi, dans de l'amour pour les gens que toi tu aimes? Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on avance. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Cédric. J'avais une dernière question pour toi. Alors, les principaux de nos contacts sont des mamans, très, Mhm. très majoritairement. Mais on a quand même des papas aussi qui nous écoutent, qui nous lisent sur le blog. Encore très minoritaire, mais je pense de plus en plus. On le voit quand même encore dans nos bulles, hein, comme tu disais, on est chacun dans nos bulles, donc il faut se méfier de ça, mais quand même. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un message ou quelque chose à leur faire passer là aujourd'hui? Au papa? Ouais, aux papas qui s'investissent de plus en plus dans cette logique d'éducation, qui se posent de plus en plus de questions sur tout ça. Bah, déjà de lire mon livre. Ouais, c'est l'occasion. De lire mon livre. Blague à part, c'est pas du tout. Et ça va peut-être vous paraître limite prétentieux ce que je veux dire, mais je fais pas de fausse modestie. Je suis convaincu de la qualité du contenu de ce livre et les retours que j'en ai sont vraiment forts. Super. Euh, donc, lire mon livre, ça, c'est surtout pour les futurs papas, les jeunes papas, mais il a eu des effets aussi sur d'autres. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a il y a un autre support qui va sortir au mois de mars, qui s'appelle Comment être un père féministe de Jordan Shapiro. Et je sais que le mot féministe peut faire peur à plein de mecs, mais franchement, alors ce livre, je l'ai préfacé, mais franchement, ce livre, lisez-le. Il ouvre plein de portes. Je dis pas que c'est pas un livre magique qui va vous changer, mais en tout cas, il ouvre plein de portes et il est très intéressant. Et sinon, moi, ce que je peux conseiller, c'est voilà, de s'ouvrir, d'écouter. Il y a d'excellents podcasts aussi, je pense à Histoire de Daron, animé par Fabrice Florent, et son pendant aussi Histoire de mec, justement, pour réfléchir sur nos masculinités. J'ai pas de réponse globale, trop parce que ça dépend de chaque homme et de son parcours et de ce qu'il rencontre. Bien sûr. Tout ce que je peux dire, c'est, comme on l'a dit un petit peu au début, c'est ouvrez-vous à la vision de l'autre, notamment à la vision de la mère. Écoutons-nous, partons du principe, et là c'est un principe c'est ce qu'on appelle un des présupposés fondamentaux de la PNL, partons du principe que l'intention de l'autre est toujours bonne, Mm. pour lui-même. Même si nous, elle nous heurte, elle est bonne pour lui-même, donc même quand on s'engueule, même quand on... Voilà, je vais faire un gros cliché, mais quand on rentre dans la maison, qu'on a sa journée de boulot dans les pattes, et puis qu'on retrouve potentiellement la maman qui est là avec le bébé, qu'est-ce qui se passe en nous? Ayons la- l'honnêteté de se dire que peut-être qu'on pense, même si c'est terrible de le dire, mais peut-être qu'on pense que finalement sa journée, elle a quand même été beaucoup plus facile. Tout comme de l'autre côté, du côté de la maman, peut-être qu'on se dit, alors qu'on a galéré toute la journée avec le bébé, peut-être que sa journée à lui, elle a été beaucoup plus facile, pour des raisons différentes. Peut-être qu'en échangeant sur ces vérités qu'on n'ose pas se dire, sur ces sujets tabous, sans se juger, sans s'attaquer, en essayant plutôt de se comprendre plutôt que de se convaincre, j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas se tromper de con, euh, tu vois, peut-être qu'en essayant de communiquer comme ça, on va ouvrir des chemins qu'on pensait pas possibles avant, quoi. Ah ouais, et c'est vrai que souvent, beaucoup de tensions, en tout cas de situations un peu pourries, c'est ça, c'est un manque de compréhension l'un de l'autre, c'est des quiproquos, enfin, c'est souvent ouais, euh, un manque Ça, pa- d'écoute et un manque de compréhension de l'autre. Ouais. Ça passe par des filtres, ça passe par des filtres, ça passe par notre carte du monde, ça passe par comment est-ce qu'on voit le monde et comment... Enfin, voilà, le monde, on l'absorbe
ça passe déjà par un filtre, ensuite on le transforme avec nos émotions, et ensuite quand on le ressort, il ressort par un filtre et il est absorbé par un autre filtre. Donc, très concrètement, en fait, on te le met entre ce que tu as vécu, comment ce que tu veux le retranscrire et comment l'autre va le comprendre, il y a un monde, il y a vraiment un monde. Voilà, et donc après, il y a des outils, hein, il y a des outils comme la communication non violente qu'on peut utiliser. Mais vraiment, moi c'est vraiment ça, c'est chercher à comprendre l'autre au lieu de le convaincre. Chercher à comprendre Mm. pourquoi l'autre nous dit qu'il ou elle a eu une mauvaise journée ou qu'il ou elle est fatigué, sans le juger, quoi, par rapport à nous, et sans pour autant se dire que l'un doit être fatigué, pas l'autre. Ça peut aussi être tout, tu vois, ça peut aussi être OK que deux parents se regardent et se disent bah, on est tous les 2 épuisés, quoi. On a besoin de soutien. Ouais. Allô, grand-mère? Allô, le copain? Allô, le voisin? Allô, l'infirmière puéricultrice? Allô, enfin, tu vois? C'est aussi ça, en fait. Ouais. C'est ce qui amène vers des solutions. C'est ce qui amène vers le champ des possibles, quoi. Oui, oui, et puis ça, c'est vrai que c'est un autre sujet, on en a parlé un peu avec Catherine Guéguin, ce côté accepter de demander de l'aide et que c'est juste normal, humain, et que si on n'est pas en état, enfin oui, il faut du soutien. Tu vois? Voilà. Et merci d'avoir utilisé ce mot parce que, tu vois, j'allais préciser justement, je pense qu'on a une erreur sémantique qui s'est glissée dans les échanges qu'on peut avoir sur la parentalité. C'est pas de l'aide qu'on demande. On n'a pas besoin d'aide pour notre enfant, pour changer sa couche, pour machin. On sait faire, c'est bon, ça va. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien. En fait, c'est pas de l'aide qu'on va demander. C'est appeler les gens et leur dire, Mm. j'ai besoin que tu me soutiennes. Pas j'ai besoin que tu m'aides. Je suis pas incompétent. Oui, c'est Je ça. suis juste épuisé et là, seul, on n'y arrive pas. Et on a besoin des gens qu'on aime et qui nous aiment pour nous soutenir. Et ça, je pense que ce petit changement sémantique, tu vois, si on arrive à l'insuffler un peu partout, ça peut vraiment changer les choses. Mm. Oui, puis le soutien peut être de plein de façons. Ça peut être d'avoir une oreille attentive, ça peut être de quelqu'un qui nous Exactement. amène un petit plat préparé, ça peut être de quelqu'un qui garde les enfants 2 heures, ça peut être, bien sûr. Exactement. Et ça peut être, et tout à fait, et ça peut être, tu vois, quand c'est souvent, bon après c'est un gros sujet du postpartum, hein, mais souvent quand on vient chez les gens, on vient et puis on prend le bébé dans les bras, puis on s'occupe du bébé, mais c'est pas forcément ça en fait dont les parents ont besoin en tant que soutien. Ils ont peut-être besoin qu'on vienne leur passer l'aspirateur, qu'on vienne leur faire la vaisselle, qu'on vienne leur faire bouffer, comme tu le disais, tu vois. Ouais. Et ça, et justement ça, c'est ça le truc, c'est que quand on dit j'ai besoin d'aide, ce que j'entends, c'est je suis pas compétent, donc on va se focaliser vers le bébé, par exemple. Alors que j'ai besoin de soutien, c'est OK, tu as besoin que je te soutienne dans quoi? Ben dans la tenue de la maison, là, je peux pas, quoi. Je déborde. Et tout de suite, en fait, ça change tout, quoi. Oui, mais c'est vrai. Merci de reposer les choses comme ça. C'est Merci à toi, top. Vincent. Et puis, écoute, j'espère à une prochaine. Je renverrai les liens vers tous tes super contenus. Encore une fois, bravo pour tout ce que tu fais. C'est vraiment top. Et puis, une prochaine sur Osmose, j'espère. Avec grand plaisir. Merci à toi, Vincent. Ciao.